Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidences. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula. Et aujourd'hui, on retrouve Laure qui vous avait raconté son histoire de maman il y a quelques semaines, qui est donc la naturopathe qui intervient sur le compte de Bébé et Confidences, et qui, aujourd'hui, va nous parler d'un thème que je trouve fascinant et passionnant, et qui va être la somatisation chez l'enfant. Elle va vous donner des clés de compréhension, déjà de pourquoi, elle va vous donner des éléments de symbolique en fonction des différents symptômes qui sont exprimés par votre enfant. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec Laure. Je la remercie encore beaucoup de sa confiance et d'être intervenue à mon micro. Et puis sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Et salut Laure! Salut Manon, ça va? Ben ça va bien, et toi? Écoute, tout bien, tout bien. Je suis fort contente de te recevoir ici de nouveau, cette fois en ta qualité de professionnelle, de naturopathe, pour parler d'un sujet qui fait beaucoup de sens vis-à-vis du sommeil de l'enfant et qui va être la somatisation chez l'enfant. Déjà, est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi est-ce que pour toi c'est important dans ta pratique, comme que c'est un sujet central? Alors c'est vraiment un sujet central pour moi parce que en tant que naturopathe, un de mes premiers rôles, c'est de revenir toujours à la cause d'un déséquilibre dans une maladie. Donc on dit toujours il faut aller à la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Et souvent en fait on voit que chez les enfants, le moindre petit symptôme en fait peut avoir vraiment, enfin chez l'enfant ou chez l'adulte, mais plusieurs causes probables. Et on pense souvent à prime abord à la cause physique. Par exemple, maman, j'ai mal au ventre. Je pense qu'on est nombreuses à répondre, va aux toilettes, qui est finalement le premier réflexe. Mais je pense que c'est vraiment toujours intéressant de garder en tête que pour nombreuses de ces petits symptômes, de ces maladies aussi du quotidien de l'enfant, il y a une cause probable qui est aussi celle de leur équilibre psycho-émotionnel et du coup finalement de la somatisation dans le physique d'un déséquilibre psychique. Et ça reste, et je le vois de plus en plus aussi en cabinet, donc je trouvais ça intéressant d'en parler pour vraiment que ça reste pour les parents quelque chose au sommet de leur tête, de dire mais est-ce que mon enfant, quand on fait le check de savoir si notre enfant va bien, est-ce qu'il va bien sur un plan physique? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Mais comment va-t-il au niveau de ses émotions? Quel est son équilibre psycho-émotionnel? Comment la famille, le système autour de l'enfant va-t-il? Car ça peut avoir un impact sur lui. Et comme ils sont encore petits et qu'on sait que la maturité au niveau des émotions, que son cortex préfrontal vraiment grandit que plus tard, ça peut être d'autant plus difficile pour les enfants de se réguler émotionnellement parlant. Donc, ils auront tendance à s'exprimer, à laisser sortir ces choses via le corps. D'accord, ok. Et du coup, en t'écoutant parler, là, j'ai l'impression que c'est vraiment... ça a un modèle vraiment de sphère un peu concentrique, c'est-à-dire que d'abord, on va aller interroger le physique et après, on va aller regarder dans l'environnement s'il n'y a pas un déséquilibre, c'est ça? Ou est-ce que toi, quand t'écoutes du coup les parents en consultation, t'as cette double lecture déjà immédiatement de « Ah tiens, peut-être qu'en fait, c'est un déséquilibre psychique ». Alors, c'est important de l'avoir en même temps pour prendre l'enfant vraiment dans sa globalité. Mais il restera que, c'est vrai que d'à prime abord, on va quand même toujours s'assurer que sur un plan physique ou physiologique, tout se passe bien pour se dire « Ah non, mais alors du coup... » En fait, comme c'est difficile de vraiment mettre la cause à effet vraiment un pour un quand il s'agit de bien-être émotionnel, on aura aussi tendance à aller par exclusion. Et si on se dit, si sur le plan physique tout va bien, si sur le plan physiologique tout va bien, on se dira, alors sûrement qu'il y a quand même... C'est plus vraisemblable que le déséquilibre vient sur un plan psycho-émotionnel. Ok, d'accord. Oui, mais c'est là où déjà on voit à quel point le travail qu'on fait sur le sommeil, c'est très, très analogue à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir cette double écoute sur ces deux sphères-là en même temps. Néanmoins, on va quand même d'abord s'assurer que dans la physiologie, tout va bien avant d'aller interroger l'environnement comme cause probable typiquement là chez nous, de réveil nocturne ou de problèmes de sommeil. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes sphères de somatisation ? Est-ce qu'il y a une
une lecture symbolique du corps où tu vas pouvoir savoir en fonction du symptôme qui est exprimé ou de la sphère dans laquelle ce symptôme est exprimé, peut-être plutôt déceler telle ou telle question dans l'environnement de l'enfant. Ouais. Alors souvent chez les enfants, la première des sphères qui est utilisée, c'est la sphère digestive. Ça peut aller d'un simple j'ai mal au ventre à des enfants qui ont vraiment des crampes d'estomac, avec des grosses douleurs d'estomac. On pensera aussi à tous ces enfants qui ont vraiment mal au ventre avant un examen, mal au ventre certains matins avant d'aller à l'école. On peut se dire, voilà, il ment ou il est en train de jouer avec nous. Mais en fait, en réalité, non, l'enfant a vraiment mal. Il est vraiment en train de somatiser dans son corps ce qu'il ressent, son anxiété, sa frustration, certaines de ses peurs, en fait, qu'il n'arrive pas à exprimer autrement. On voit aussi dans cette sphère digestive, ça peut venir, comme je disais, par des crampes, des douleurs, mais aussi par tout ce qui est des constipations. Très souvent, chez le bébé, l'enfant de très jeune âge, quand il y a vraiment une constipation qui s'ancre, alors voilà, comme on disait, bien sûr, on va aller regarder qu'il n'y a pas un déséquilibre alimentaire, que cet enfant a assez d'hydratation, qu'il a assez de fibres apportées à son alimentation, qu'il a aussi un système intestinal, un péristaltisme qui fonctionne correctement, qu'on pourra venir stimuler. Mais il y a aussi tout ce fait de cet axe intestin-cerveau, et avec vraiment finalement, tout ce processus digestif a besoin de calme et de repos pour bien fonctionner. Et tout ça, c'est innervé par un nerf qui s'appelle le nerf vague, et qui est vraiment un des principaux nerfs de tout ce qui est du système parasympathique, de la détente, du repos, de la relaxation. Donc quand on est dans un environnement ou simplement que notre niveau de stress, le niveau de stress de l'enfant est naturellement élevé, ça va, par effet de conséquence, empêcher le bon fonctionnement du système digestif. Et c'est pour ça que finalement, on peut avoir une constipation où les selles ont du mal à sortir plus lentement, du coup ça s'assèche pour prendre moins de place, mais en s'asséchant, ça complique les choses, et voilà, et on se retrouve avec des systèmes de constipation. Tu parlais de symbolique, souvent on donne un peu la symbolique au niveau de la constipation d'enfants qui ont besoin de contrôle, qui ont du mal à laisser aller les choses, qui ont des fois peut-être envie de tout retenir à l'intérieur, soit par peur de déplaire, soit simplement parce qu'il y a une certaine résistance au changement, une certaine peur de l'inconnu. Et du coup, c'est souvent ce besoin un peu de retenue qui va jusqu'à la fin, où on retient même ce qu'on devrait éliminer naturellement. D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sphères, justement, qui viennent nous indiquer autre chose ? Ah oui, alors on aurait par exemple aussi tout ce qui est de la peau, typiquement. Alors on le connaît bien chez l'adulte, typiquement des psoriasis, maintenant c'est assez reconnu qu'il y a une incidence au niveau du stress sur le psoriasis. Mais on voit aussi chez les enfants souvent l'eczéma, ce qui arrive plus régulièrement chez l'enfant que le psoriasis. Et là on voit aussi que c'est des enfants qui ont souvent une grande sensibilité, ou une sensibilité un peu plus accrue, et qui sont souvent sensibles à des situations un peu conflictuelles. En fait, l'eczéma, c'est plus en réflexion à une irritation de l'environnement extérieur. Où toutes les choses, comme on est sensible, ça nous irrite, ça nous use, et du coup, on utilise la peau, qui est finalement le plus grand organe du corps, et c'est la première barrière à tout. C'est celle qui nous défend, qui fait vraiment cette rempart entre l'intérieur et l'extérieur. Et celle-ci s'irrite en fait un petit peu. Et du coup, on a un peu d'eczéma qui s'installe comme ça chez les enfants. D'accord, ok. Quoi d'autre ? On pensera aussi typiquement à des choses comme finalement des problématiques asthmatiques. Si elles sont pas encore... L'asthme, ça se développe chez l'enfant un peu plus tard, mais au stade de bébé, on a plutôt des bronchites asthmatiques ou des choses comme ça.
Et là, on pourra aussi regarder chez l'enfant, comment il se sent? Est-ce que c'est un environnement qui est un peu trop oppressant pour l'enfant? Il y a vraiment cette Mm. idée avec l'asthme de réduire sa capacité de respirer, de pas respirer à plein poumon, de pas pouvoir vraiment prendre sa place, pouvoir vraiment, ouais, quand on Mm. va à plein poumon dans quelque chose, on y va à fond. Donc il y a un peu cette idée Mhm. de s'opprimer, de se restreindre, soit parce qu'on ne Mm. peut pas, parce que l'environnement ne nous le permet pas, soit tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on a extrêmement besoin de protection ou qu'on a peur de se faire abandonner. Donc on se met un Mm. petit peu en cocon, en reclus sur soi-même pour se faire protéger, pour pas qu'on nous oublie, pour pas qu'on prenne trop de place, pour pas qu'on ait envie de partir sans nous. Mm. Mais ça, c'est des choses où, quand on travaille avec les parents, on le fait vraiment de façon complètement déculpabilisante parce qu'il y a des choses qui appartiennent à l'enfant. Des fois, c'est des petites choses anodines pour nous adultes parce qu'on a cette capacité d'analyse, cette capacité de réflexion et que des fois, on se dit non, mais il peut pas avoir réagi à ça, il peut pas avoir peur de ça. Mais un enfant, oui. Mm. Parce qu'en fait, comme leur réalité est quand même un petit peu différente, enfin, l'imaginaire et le réel pour l'enfant est pas tellement distinct. Donc il y a Mhm. vraiment des choses qui nous paraissent anodines peuvent impacter l'enfant et lui laisser une trace comme ça de avec certaines peurs Mhm. qui dans les faits pour nous se disent non mais il n'y a pas besoin de le faire. Mais ce que je dis toujours aux parents à ce moment-là, ce qui est le plus important finalement que d'essayer de trouver exactement qu'est-ce qui a initié quoi, qui est des fois difficile, parce que justement c'est difficile de remonter et l'enfant ne peut pas forcément s'exprimer. Parce que s'il pouvait l'exprimer par des mots, il ne le somatriserait pas dans le corps. Bien sûr. Donc c'est de dire, bah voilà, reprenons plutôt qu'est-ce que ça nous montre et essayons de soutenir l'enfant là-dedans. Donc si ça nous montre Mm. que voilà, il a vraiment ce besoin de protection, essayons vraiment de lui apporter ça de plusieurs Mm. manières différentes. Mm. Parce que oui, c'est ça, quand tu détectes que la cause du symptôme, du coup, est d'ordre somatique, comment est-ce que toi, concrètement, tu peux intervenir là-dessus pour à la fois soulager le symptôme et exprimer, éclairer le parent, tout ça effectivement de manière déculpabilisante. Alors on va vraiment venir essayer d'offrir tout un axe, des solutions assez larges, parce qu'en fait, Mm. chaque enfant est différent, chaque parent est différent, le couple parent-enfant est différent, donc l'idée c'est de regarder ensemble comment, comment faire en sorte qu'on apaise l'enfant et le parent. Souvent, ça va de Mm. pair. On sait que les enfants, jusqu'à 6-7 ans, ils sont encore extrêmement liés à leur figure d'attachement. Donc, si Mhm. le parent a une meilleure gestion de ses émotions, par effet ricochet, l'enfant va être apaisé. Mhm. Mais on peut aussi travailler sur l'enfant en lui quand ils sont un peu plus grands, en lui proposant à lui différents outils. Et en fait, c'est rigolo de voir parce que s'il sent dans son corps que ça lui fait du bien, assez vite, généralement, les enfants, ils adhèrent et ils gardent leur petit knick-knick. Mais ça peut être vraiment Mm. des choses diverses comme la respiration. La respiration restera toujours Mm. la porte d'entrée numéro 1 pour rééquilibrer le système nerveux. Parce Mhm. qu'on peut vraiment, en jouant sur les inspires et les expires, la longueur des expires, définir si on veut apaiser un système ou si on veut plutôt le stimuler. Mhm. Et donc, ça serait proposer différentes sortes de respiration, mais après, ça va aussi être encourager le parent à avoir la bonne posture en face à l'enfant. Euh, Mm. et puis, de peut-être passer aussi par d'autres canaux. Typiquement, si on veut apporter de la protection à un enfant, est-ce qu'il y a assez de toucher dans la relation entre le Mm. parent et l'enfant? On sait qu'en touchant nos enfants, on va créer de l'ocytocine, enfin, toutes ces choses. Donc, est-ce qu'on peut instaurer des petits rituels de massage, de moments où on se fait des guilis, où on part à la découverte de la peau de l'autre, simplement en Mm. augmentant ce pot à pot l'un envers l'autre, ça crée et ça apaise énormément les enfants.
Bien sûr. C'est ce qu'on recommande en rituel d'ailleurs, pour les rituels du dodo. Puis en plus, il y a plein de sortes de touchées différentes qu'on voit, du coup, qu'on voit, Ouais. qui amènent des bénéfices différents. Effectivement, il y a des choses beaucoup plus régressives et fun et drôles et qui sont beaucoup plus libératrices. Et effectivement, il y a toute la recherche d'ocytocine via le câlin, le contact, etc., qui est aussi tout à fait nécessaire au développement et au bien-être émotionnel de l'enfant. Ça me faisait penser, est-ce que tu as déjà eu, toi, en consultation, le cas de figure d'un enfant qui somatise une problématique vécue par quelqu'un d'autre dans sa famille? Est-ce que tu as eu comme ça des enfants éponges, des enfants transferts? Oui, alors ça arrive. Ça arrive. Et souvent, enfin, c'est encore plus compliqué pour les parents de comprendre et d'accepter. Et ça arrive Mhm. assez régulièrement. Et là, il faudra vraiment faire un travail, souvent en énergétique, pour aller Mhm. permettre à l'enfant de comprendre que ça ne lui appartient pas et qu'il peut Mhm. simplement laisser cette partie partir, en fait, s'envoler et s'en Mhm. libérer au final. Il y a ça, et il y a aussi souvent des choses qui restent de la naissance. Euh, Ok, raconte. Il il y a des enfants qui se souviennent ou ont encore des résidus du moment où de la naissance qui est finalement pas une étape facile pour eux non plus. Et ils peuvent Mhm. le vivre d'une manière complètement différente que celle du parent. On aura tous Mhm. en tête un accouchement traumatique en vue de ce que c'est pour nous, parents, mais on peut aussi avoir des Mhm. accouchements qui se sont très bien passés au dire des parents, mais où en fait l'enfant a juste eu froid, où il s'est senti un peu seul, pas assez accueilli tout de suite, et qui reste un peu dans une situation de peur ou en tout cas de défense. Parce Mhm. qu'il faut savoir que ces premiers instants sur la vie vont vraiment... Enfin, il peut pas vivre, il peut pas survivre sans ses parents. Et la manière dont il est accueilli va vraiment lui donner soit cette confiance de fond en la vie, soit cette méfiance de fond. Et après, on peut avoir des enfants qui restent un petit peu dans cet état ouais, de défense ou de peur, en fait, d'anxiété Mhm. par rapport à ça, Mhm. et qui s'établit. Donc après, ça va avec Ok. beaucoup, beaucoup de techniques de protection, d'encadrement de l'enfant, du bébé, de choses comme ça. Souvent, là, on va quand même, quand on voit que c'est vraiment à un niveau un peu trop, on peut aussi travailler avec des plantes. Tu parlais de Mhm. choses qui sont exprimées par l'enfant qui ne lui appartiennent pas. Typiquement en aromathérapie, quand on fait de l'aromathérapie énergétique, qui peuvent être un très bon complément finalement aux soins énergétiques, on vient utiliser les plantes pour leurs bienfaits énergétiques pour justement amener ça. Ces D'accord. libérations, cet apaisement sur des plans Mhm. que notre conscient a un petit peu du mal à forcément cerner tout le temps. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres aussi des approches thérapeutiques? Je sais que moi en consultation, ça m'arrive aussi d'avoir des parents qui sont dans ce questionnement-là, justement de résidus en fait d'une naissance, voilà, peut-être pas guérie ou pas intégrée, je dirais, par l'enfant. Et c'est vrai que souvent, moi j'ai tendance à recommander par exemple de l'ostéopathie, de la kinésiologie, ce genre de choses-là, qui, en tout cas pour certaines familles, marchent excessivement bien. Est-ce que tu as, parce que ça c'est quand même très pratico-pratique, est-ce que tu as d'autres recommandations, peut-être des pistes de réflexion aux parents qui s'interrogent justement sur des résidus d'une naissance vécue intensément par l'enfant? Alors clairement, l'ostéopathie, la kinésiologie, il y a aussi la microkiné qui Mhm. existe, qui passe plus dans le toucher, qui peut permettre de faire ça. Après, aux premières étapes de vie, quand l'enfant est encore bébé, il y a aussi tout ce qui s'appelle les paroles à bébé, ou Mhm. la communication quantique qui permet d'aller Mhm. communiquer avec son bébé et communiquer par rapport à ça. Finalement, on communique avec Mhm. l'âme du bébé, donc avec la partie déjà mature, on va dire ça comme ça. Mhm. Euh, Mhm. donc ça, c'est des choses qui peuvent exister. Mais après, il y a aussi tout ce qui est de la réflexologie. En Mhm. réflexologie plantaire, on peut aussi pas mal travailler sur les mémoires, sur certains réflexes. Ok. Chez certains kinés,
ou physio, comme nous on dit en Suisse, ils sont spécialisés aussi dans les réflexes archaïques et du coup ils arrivent aussi à venir retravailler sur ce genre de choses. C'est des thérapies qui sont assez complètes et très intéressantes. Génial. Donc il y a plein de choses à tester, il faut voir celles qui parlent à l'enfant, celles qui parlent aux parents. Ouais. Et souvent... Ok. D'accord. Et du coup, en naturopathie, donc j'imagine qu'effectivement, toi, tu as quand même tout un arsenal à la fois donc, d'identification des causes et donc aussi, il y a quand même une vraie portée thérapeutique à juste la parole et l'identification d'une problématique que quand on est parent et qu'on a la tête dans le guidon, on passe peut-être parfois à côté. J'imagine aussi justement l'aromathérapie, le soin dans l'hygiène de vie globale de l'enfant. Concrètement, quand on se questionne sur une possible somatisation chez son enfant, qu'est-ce que tu recommanderais aux parents comme starter pack de bien vérifier que tout va bien, sur quoi se concentrer, du coup comment s'orienter quand on se pose la question mais qu'on ne sait pas où chercher? Je pense qu'il faut quand même toujours s'assurer que sur le plan physique et physiologique, tout est aussi OK. Parce que faudrait pas passer à côté de quelque chose de grave simplement parce qu'on se dit non mais c'est dans sa tête ou c'est dans la tête et puis voilà. Après, ça va être de se dire, ça dépendra de l'âge de l'enfant. Mais si l'enfant est assez jeune, donc on va dire 5 ans et moins, ça va être de regarder finalement le système de la famille, où on en est en tout le monde, dans un point de vue émotionnel, en termes de stress, de gestion des émotions et tout ça. Parce que ça aura forcément un impact sur l'enfant. Comme on disait, il est encore trop petit pour arriver à se réguler lui-même et il prend beaucoup de choses de son environnement. Plus il va grandir, plus sa personnalité va se définir et plus ça sera facile pour lui de se détacher de tout ça et de dire non mais ça, c'est mes parents qui sont stressés en ce moment, ils pètent un câble, c'est leur problème. Moi je vais aller voir mes copains. Ouais, enfin, il y a un petit gap entre 7 ans et 15 ans qu'ils puissent aller voir leurs copains. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Non, mais où je vais un petit moment jouer dehors avec mon ballon et j'arrive à me couper. L'enfant trouve assez vite des systèmes de protection par lui-même après ses 7 ans. Ok. Mais donc, ça serait de regarder au niveau de la famille comment ça se passe. Et après, c'est vraiment d'avoir... je pense que c'est ce que vous discutez vous aussi en consultation, mais d'avoir une gestion saine des émotions au sein de la famille. Et de se dire, de voir est-ce que j'ai un enfant, quel est son tempérament, est-ce que j'ai un enfant qui intériorise tout, qui est souvent un enfant qui somatise, parce qu'au bout d'un moment, ça doit sortir, ou j'ai plutôt un enfant type volcanique qui, au moindre chose, explose, qui est finalement cool parce que ça sort, mais qui devra apprendre à arriver à se cadrer à terme, parce qu'il ne pourra plus exploser comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de stratégie vraiment définie. Ce qui est juste important, c'est de garder en mémoire que dans des mots physiques, il peut y avoir un déséquilibre psychique et juste pas d'exclure cette partie-là. Donc se dire, est-ce que finalement, au même stade que j'ai mal au ventre, ça peut être un virus, est-ce que ça peut pas être une anxiété qui traîne là et qui fait que mon enfant n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et je pense que de questionner ça et de le questionner avec l'enfant, c'est quelque chose de très simple. Ça permet à chaque fois de parler des émotions et surtout de parler des émotions en connectant la tête au corps. Parce que c'est ça que fait la somatisation, en fait. Elle simplement, elle permet au corps de s'exprimer. Et si on arrive à montrer à l'enfant qu'il faut écouter les expressions de son corps pour arriver à comprendre ce qui se passe en nous, en fait, c'est un merveilleux apprentissage de vie qu'on lui fait. Bien sûr. Parce qu'on lui permet lui-même de reconnaître ses propres émotions et ses propres ressentis. Chaque émotion, elle se passe dans le corps. Si tu penses, et elle est différente chez tout le monde, mais si tu penses à la joie, quand tu penses à quelque chose qui te met en joie, je suis sûre que tu arrives à me dire à quel endroit de ton corps ça chauffe un peu, ou ça fait un petit peu d'aiguillis, ça titille, ou quelque chose. La même chose, quand on pense à certaines peurs, on peut ressentir soit une oppression au niveau de la gorge, soit au niveau peut-être du plexus,
ou chez certaines personnes, ça va être quelque chose de très froid, qui va quand même un peu enfermer. Et ce genre de sensations, elles sont là, elles sont véridiques. Quand, quand on, quand on se fait attaquer par un lion et qu'on doit fuir, on a les pupilles qui se dilatent, on a nos muscles qui se... Donc c'est vraiment physique. L'émotion crée quelque chose de physique. Donc c'est intéressant que nos enfants aussi reconnaissent ça dans le corps. Parce que c'est vrai qu'il m'arrive de voir en consultation des parents qui accompagnent énormément leurs enfants sur un point de vue émotionnel, avec les livres, avec des cartes, avec beaucoup de choses. Et on a des enfants qui intellectualisent les émotions, qui savent exactement quel type d'émotion, ça fait quoi, non, on est comment, ils savent faire le petit dessin parfaitement de si on fait un sourire ou pas. Mais quand on leur demande dans le corps, c'est quoi, comment c'est de ressentir l'émotion, en fait, on se rend compte qu'il y a une déconnexion cerveau et corps. Et ça, c'est tout autant important pour moi, en tout cas, dans cette gestion des émotions, d'accompagner notre enfant à reconnaître comment une émotion s'exprime pour justement aussi la laisser passer. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de régulation du système nerveux et c'est vrai que pour la stimulation du nerf vague et effectivement la sortie des trois grands états que sont le fight, flight or freeze, c'est vrai qu'au-delà de la respiration, qui peut être parfois un peu laborieux pour les enfants parce que la cohérence cardiaque avec les tout petits, faut déjà les choper, quoi. Mais c'est vrai que retourner à son corps, c'est fondamental. Typiquement, par exemple, quand j'accompagne des enfants qui ont un peu le profil dont tu parles, là, qui ont tendance à beaucoup mentaliser leurs émotions. Par exemple, la sophrologie, c'est un super outil justement pour revenir à son corps, et même au-delà d'une approche qui soit vraiment catégorisée thérapeutique, le jeu physique, les stimulations vestibulaires, par exemple, le fait de faire des guilis, le fait de... Alors, j'allais dire lancer ses enfants, attention. On se comprend en toute sécurité, mais juste, voilà, jouer de manière un petit peu plus brute, entre guillemets, pour vraiment revenir dans son corps, être touché d'une manière ludique, avec des guilis, effectivement, et un tout petit peu... Alors, brutal, mais dans le jeu, je veux dire, avec une approche, un toucher qui est un tout petit peu plus énergique, pas violent, bien évidemment. J'observe en tout cas que ça a des vertus régulatrices extrêmement puissantes, effectivement, de reconnecter avec son corps. Et puis après, pour les plus jeunes, il y a toute l'approche sensorielle, il y a les bains qui peuvent être vraiment des moments très appropriés pour ça. Tout ce qui va être découverte sensorielle, effectivement, ça remet un petit peu l'enfant dans son corps, ou en tout cas dans l'expérience de son corps, et ça peut être vraiment, vraiment intéressant, effectivement. Et au niveau de la respiration, pour les plus petits, il y a toujours aussi la respiration koala, où on les met sur nous, et du coup, par mimétisme, ça leur permet de le faire. Donc, ils peuvent avoir accès à ça. Puis après, sans faire effectivement la cohérence cardiaque qui demande quand même un certain temps, et même chez des plus grands, des fois, quand il y a trop d'énergie, c'est impossible de se poser 5 minutes. Mais il y a simplement des types de respiration qui peuvent rapidement aider. Typiquement, celle du bûcheron, où on inspire et puis on met les mains en l'air comme si on avait une hache, et on expire, on fait « Ah !» et puis on vient casser la bûche devant nous. Chez certains enfants qui se rendent... ça leur fait extrêmement bien, ils l'adoptent, et après, ils peuvent le faire, mais en 2 secondes. Ça permet juste de pouvoir vraiment extérioriser par une grosse expiration d'un coup. Celle-là, ou bien ça peut être simplement celle du lion en yoga, où du coup on leur apprend en faisant la grimace, donc eux ils font une grimace, donc finalement c'est quelque chose souvent qui apporte des rires, donc ça fait une régulation aussi par après. Donc il peut y avoir des petites respirations, il faut pas forcément essayer de mettre son enfant en situation de petit yogi en position de lotus sur un canapé, parce que ça va être très très compliqué. Mais de vite prendre des petits moments, des 30 secondes, des 5 secondes, avec des petits exercices comme ça, plusieurs fois dans la journée, de leur apporter. Et j'ai envie de vous dire, si l'enfant se rend compte du bien, il l'adoptera et il le fera après naturellement. Il faut juste lui donner l'espace. Il ne faut pas se moquer de lui quand il le fait, ou trop, des fois, lui poser de questions. Il faut juste lui donner l'espace de le faire, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et justement, tu parles de donner de l'espace. Comment est-ce que toi, tu
tu véhicules toutes ces informations qui sont très précieuses auprès des parents, tout en ayant soin justement que ce soit reçu comme des clés et pas comme des jugements. Par le jeu. J'essaye vraiment d'amener ça en fait en disant mais jouez avec vos enfants et que tous ces outils on les amène par le jeu mais pas par un jeu pour l'enfant, un jeu par enfant où du coup on va aussi retrouver du lien, on va aussi retrouver de la joie dans la relation. Pas forcément qu'en étant l'adulte qui doit éduquer, qui doit donner un cadre, qui doit faire en sorte que l'enfant aille au niveau où on souhaite, mais en vraiment prenant du plaisir dans le process de le faire, en fait. Et du coup, je trouve que ça fait du bien, c'est thérapeutique pour les deux côtés, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, le rire, c'est la vie. Moi, je le dis dans mon travail, en tout cas, le rire, c'est la meilleure médecine pro-sommeil, c'est sûr, mais en fait, pro-connexion, pro-relation, de toute façon, entre le parent et l'enfant. En tout cas, les enfants ont besoin de jouer pour apprendre, pour se développer, pour connecter, donc ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et puis, l'enfant, comme tu dis, l'enfant apprend par le jeu, et nous, en fait, de réveiller notre enfant intérieur, ça nous permet d'être beaucoup plus adéquats envers notre enfant, je trouve, et plus à niveau. Et du coup, je trouve qu'il y a une relation beaucoup plus respectueuse qui s'instaure parce que il n'y a pas ce déséquilibre de l'adulte versus le petit enfant, mais on est presque enfant intérieur avec enfant extérieur ensemble, juste une génération d'écart en fait. Ouais, c'est super. Ouais. Trop bien. Ok. Est-ce qu'il y a dans tout ce contexte, parce que du coup on a parlé justement des sphères qui peuvent exprimer de la somatisation, de comment est-ce qu'on va le détecter dans l'environnement, de comment est-ce qu'on va le communiquer, de comment est-ce que tu distribues ces clés-là auprès des parents pour qu'ils puissent les mettre en place de la manière la plus ludique et spontanée possible. Est-ce qu'il y a un autre message que tu as envie de faire passer à propos de cette thématique-là ? Non, je pense que vraiment le plus important, c'est ça, c'est de se dire, n'oubliez vraiment pas l'équilibre psycho-émotionnel de vos enfants. Et je pense que le plus gros des messages là-dedans, c'est soyez le rôle modèle de vos enfants. J'ai envie de dire, pour les accompagner dans cet apprentissage de la gestion des émotions, du bien-être psychique, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour être dans un état de bien-être émotionnel et psychique vous-même, en fait. Et d'incarner ce que vous voulez apprendre à vos enfants. Et plus on le fait en famille, plus ça devient un jeu, plus finalement on est ouvert. Mais après, je te rejoins vraiment quand tu dis il ne faut pas trop dire aux enfants non plus. On n'a pas besoin de leur faire un déballage de nos états émotionnels. Mais d'avoir simplement de la transparence, de dire, bah écoute, moi là, je me sens comme ça, puis c'est comme ça pour moi d'être triste. Et toi, c'est comment d'avoir cette curiosité de jouer avec les choses. En fait, ça amène simplement tout le monde plus loin, ensemble, de façon sympathique, j'ai envie de te dire. Ouais, et même empathique. Et enfin, empathique, en fait, avoir cette... moi, c'est quelque chose de très important dans ma parentalité. C'est effectivement que tout le monde ait le droit d'exprimer ses émotions et que tout le monde fasse attention aux émotions des autres. Et du coup, avoir cette capacité, parce que c'est rare chez l'adulte aussi, de pouvoir recevoir l'autre en s'exprimant soi-même. De pouvoir faire les deux en même temps, c'est hyper riche et ça donne effectivement une profondeur et une complicité qui est magnifique à construire avec ses enfants, mais j'ai envie de dire avec son entourage de manière générale. Donc, trop bien. Merci pour toutes ces clés, Laure. Avec plaisir. Ça a fait plaisir de repartager avec toi sur ce canal. Oh, écoute, moi, je pense qu'on va se faire plusieurs sessions parce que je trouve aussi qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement logique et visible entre nos deux disciplines. Je trouve que la naturopathie vient vraiment donner des clés supplémentaires par rapport à ce que nous on fait en consultation sommeil et développement émotionnel de l'enfant. Et du coup, c'est toujours un vrai bonheur de discuter avec toi. Je ne le cache pas, je ne boude pas mon plaisir, c'est vraiment trop cool. Donc merci tout plein. Bonheur partagé, merci à toi. Et puis à très bientôt, voilà. À très vite.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre échange avec Laure. Un échange que moi j'ai encore une fois trouvé extrêmement intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. Il me reste encore une fois à vous remercier, vous, de votre présence, de votre fidélité et de votre soutien. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le partager, à le noter avec plein de petites étoiles sur Apple Podcast et puis à m'écrire pour vos retours, vos envies, vos demandes de participation, tout ce que vous voulez. En vous remerciant encore et en vous souhaitant une douce journée ou une douce soirée, je vous dis à la prochaine.